Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, bonjour. Je vous propose qu'on démarre la réunion parce qu'à 15 heures, il y a les questions d'actualité au gouvernement. Donc, si nos échanges s'allongent un peu, il faut démarrer. Bien, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le Conseil européen s'est réuni les 24 et 25 juin dernier. Je remercie le ministre de venir en rendre compte devant notre commission selon nos nouvelles habitudes. Monsieur le ministre, vous nous présenterez certainement les deux phases de ce sommet européen, l'une qui était consacrée à la situation intérieure, il y a un téléphone qui sonne, à la situation intérieure de l'Union, l'autre à ses relations extérieures. Sur le volet intérieur, cette réunion a naturellement été consacrée prioritairement à la situation sanitaire et à la mise en œuvre du plan de relance. Sur ce sujet, je partage la satisfaction du Conseil européen devant l'amélioration globale de la situation épidémiologique en Europe, qui permet de rétablir progressivement la liberté de circulation. Malgré l'appel à une réponse coordonnée face aux variants, je constate que la demande allemande d'imposer une quarantaine à tous les voyageurs provenant de zones où ce variant circule activement n'est pas clairement satisfaite par les conclusions du Conseil européen. Pourrez-vous nous dire pourquoi ? La France compte-t-elle appliquer la même quarantaine que l'Allemagne aux voyageurs susceptibles d'en apporter le variant Delta ? Cette question n'est pas anodine car nous devons absolument nous prémunir contre une quatrième vague. Autre sujet d'inquiétude, quand le certificat vert sera-t-il, lui, opérationnel ? J'ai pu échanger avant-hier avec une parlementaire allemande venue au Sénat pour une réunion en format Weimar et elle m'indiquait que son passe numérique attestant de sa vaccination n'avait pas été reconnu à l'entrée en France. Du côté du plan de relance, les progrès sont aussi à saluer. Près de la moitié des plans nationaux pour la reprise et la résilience sont validés par la Commission européenne. Pouvez-vous nous confirmer la date des premiers versements à venir ? Je pense que tout ça se clarifie. Il serait préoccupant qu'interviennent des décaissements au profit de la Hongrie et de la Pologne, qui ont parallèlement porté le mécanisme de conditionnalité État de droit devant la Cour de justice de l'UE. Celle-ci ne se prononcera pas avant l'automne. Est-ce à dire que ces États membres recevront des fonds d'ici là sans condition, quelle que soit l'évolution de l'état de droit sur leur sol ? L'actualité à Budapest fait en effet craindre de nouvelles dérives. Dernier sujet intérieur à l'Union européenne qui fut abordé lors du sommet de la zone euro qui a suivi le Conseil européen, l'achèvement de l'union bancaire. Sur ce sujet, j'ai relevé les propos très allants du président de la République qui a appelé à accélérer le calendrier de l'union bancaire et l'union des marchés de capitaux. C'est un sujet très sensible, je l'avais d'ailleurs évoqué dans notre petite réunion de travail sur la conférence sur l'avenir de l'Europe, si mes souvenirs sont bons, non, ou sur la PFUE. Et voilà, donc c'est un sujet qui revient dans l'actualité. Nous ne devons pas nous précipiter vers un mécanisme européen de garantie des dépôts sans harmoniser au préalable les fonds de garantie au niveau national et sans revoir la situation des banques potentiellement déficitaires, comme on l'a d'ailleurs fait à la mise en place de la supervision unique. En effet, nous devons préserver les banques françaises du poids de la défaillance éventuelle d'autres banques européennes, au risque sinon de fragiliser notre système bancaire et finalement notre souveraineté pour assurer nous-mêmes le financement de notre économie. Notre commission a justement adopté la semaine dernière un avis politique attirant l'attention des autorités européennes sur cet enjeu majeur. Y êtes-vous également sensibilisé ? J'avais noté d'ailleurs dans la réunion qu'on m'avait fait part que ce sujet n'était pas de votre part, Monsieur le Ministre, que ce sujet n'était pas forcément sexy pour parler d'Europe, mais finalement, on se rend compte aujourd'hui que c'est un sujet qui est assez prégnant, et en tout cas avec des conséquences sur le futur non anodines. Sur le volet extérieur, le Conseil européen a d'abord traité des migrations. Sur ce sujet, les États membres ne sont pas encore en mesure de convenir d'une solidarité entre eux pour mutualiser l'effort d'accueil des migrants, mais ils se sont mis d'accord pour demander à la Commission de finaliser à l'automne des plans d'action envers les pays d'origine et de transit. Ils ont aussi rejeté toute tentative de pays tiers d'instrumentaliser des migrants à des fins politiques. Ceci n'est pas sans évoquer certaines attitudes qu'a pu notamment avoir la Turquie dans un récent passé. Toutefois, l'apaisement actuel que l'on constate en Méditerranée orientale a favorisé des conclusions plutôt positives du Conseil européen au sujet de la Turquie, qui s'est vu promettre par la Commission une nouvelle enveloppe de 3 milliards d'euros de l'Union pour soutenir l'accès des migrants à l'emploi.
La dénonciation de l'instrumentalisation politique des migrations vise aussi sans doute le Maroc, après la crise de Ceuta, avec l'Espagne en particulier. Mais elle pourrait aussi viser la Biélorussie, qui laisse grossir les flux de migrants à sa frontière avec la Lituanie. Les sénateurs polonais que j'ai rencontrés hier considèrent que cet afflux ne serait pas possible sans la complicité de la Russie. Cette attitude s'ajoute aux provocations multiples de la Russie envers l'Union et ses membres ces derniers temps. Et l'on peut donc s'interroger légitimement sur l'initiative franco-allemande, lors du Conseil européen, de proposer d'inviter Vladimir Poutine à un sommet avec l'UE. Sans doute s'agissait-il de positionner l'UE en interlocuteur de la Russie, au même titre avec la Russie, au même titre que le président Biden, pardon. Mais comment pouvait-on espérer rallier les 27 à une telle proposition ? Assurément, le dialogue doit se poursuivre avec la Russie, c'est ce que j'ai dit à nos collègues du Sénat polonais hier, un peu pris de court sur la proposition qui avait été faite d'invitation, mais je peux vous dire qu'ils étaient effectivement très très en colère. Mais pourquoi lui offrir cette solennité qui dérange légitimement nos voisins de l'Est et qui ne conduirait finalement qu'à afficher les divisions entre les États membres au bénéfice final de la Russie ? Le président Macron et la chancelière Merkel ont d'ailleurs fait marche arrière hier dans l'après-midi, mais nous restons dans l'incompréhension face à l'erreur stratégique qu'ils ont commise. Pourrez-vous nous donner des éléments d'explication sur ce sujet ? Sans être complet, mon propos liminaire est déjà très long. Aussi, Monsieur le Ministre, je vous cède la parole sans plus tarder et nous laisserons nos collègues vous poser des questions ensuite. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis heureux de revenir devant votre commission pour rendre compte, selon la tradition désormais établie, de ce sommet européen qui avait suivi, nous avions l'occasion d'en parler, un sommet extraordinaire à la fin du mois de mai. Et ce sommet ordinaire, non pas par son ordre du jour, mais par sa récurrence, et a été l'objet, vous l'avez indiqué, d'un menu copieux, notamment sur les sujets internationaux. Je vais essayer de revenir sur les principaux messages et les principaux dossiers qui ont été évoqués à cette occasion. Par ordre d'apparition à l'écran, si je puis dire, je donnerai évidemment la priorité à la question sanitaire, qui a été évoquée le jeudi après-midi par les chefs d'État et de gouvernement, dans un contexte très différent des précédents débats, puisque la situation partout en Europe s'améliore nettement, permettant des réouvertures comparables dans nos pays depuis le début du mois de mai. Mais la tonalité a été celle d'un optimisme vigilant, car nous le savons aussi, le développement du variant dit Delta pose à nouveau la question de la lutte contre la pandémie, de sa maîtrise, même si la vaccination, nous le savons, et je le rappelle ici solennellement, est notre meilleure arme et son accélération, notre meilleur outil contre la propagation de ce variant. Et il faut être extrêmement clair sur ce sujet. Quand on regarde le bilan qui a été fait lors de ce sommet européen, on voit que les taux de vaccination ont significativement progressé depuis le début du printemps dans tous les pays européens. Il y a quelques exceptions, mais notamment grâce au cadre d'achat commun, les taux de vaccination sont assez comparables d'un pays de l'Union européenne à l'autre. Et en moyenne dans l'Union européenne, on a aujourd'hui 60% des adultes qui ont reçu au moins une dose de vaccin et 40% de la population adulte complètement vaccinée. En France, on est un peu au-dessus de cette moyenne avec, à la fin du mois de juin, hier, pour donner le dernier chiffre, 62% des personnes adultes vaccinées et 50% de la population totale qui a au moins une dose de vaccin. C'est cela qui a permis aussi, et cela a été rapidement réévoqué par les chefs d'État et de gouvernement, et c'est un point d'actualité puisque ce pass sanitaire se met en place au niveau européen complètement à partir de demain. J'espère que ça réglera les difficultés qui ont été encore identifiées ces derniers jours et que vous avez évoquées. Ce certificat numérique, il permet, en faisant la preuve d'une vaccination ou d'un test, car je précise qu'il ne s'agit pas d'un certificat vaccinal, mais d'un certificat sanitaire, comme nous avions l'occasion de l'évoquer, il permet de retrouver plus de mobilité en Europe avec prudence. Comme je viens de l'indiquer, il ne s'agit pas encore d'une libre circulation, au sens où on ne vérifierait pas la situation sanitaire de tel ou tel voyageur, qu'il soit européen ou un touriste
circulant sur notre espace européen. Je crois que c'est important. Et nous suivons évidemment, puisque j'évoquais le variant Delta, la situation sanitaire, y compris de nos partenaires européens. Je pense par exemple au Portugal, mais pour l'instant, cela n'a pas nécessité de mesures ad hoc ou de mesures supplémentaires. Et nous avons nous-mêmes, du côté français, transformé notre certificat sanitaire, si je puis dire, au format européen depuis vendredi dernier, le jour même du Conseil européen. Et j'espère que le 1er juillet, tous les partenaires européens, conformément au règlement qu'il impose, seront en mesure de vérifier, de lire le certificat sanitaire commun. Même si, je le précise, qu'il y a parfois une confusion sur ce point, il y a un délai de 6 semaines qui est accordé aux États européens qui le souhaiteraient. Ce n'est pas le cas de la France, mais certains l'ont souhaité, comme l'Allemagne, pour garder un format national qui n'est pas forcément le format européen pour leurs propres ressortissants. Mais l'obligation, c'est bien en tout cas de pouvoir reconnaître le certificat. Donc un voyageur français qui se rend dans n'importe quel pays de l'Union européenne doit pouvoir avoir son certificat au format européen, reconnu, lu, pour permettre l'entrée sur le territoire. Je précise, parce que cela a été un message porté par le président de la République, que dans cette optique de vigilance nécessaire, maintenue, le président, comme la chancelière Merkel d'ailleurs, a beaucoup insisté sur la nécessité d'être prudent dans la liste des vaccins que nous reconnaissons. Comme vous le savez, le règlement européen oblige à reconnaître les 4 vaccins qui ont été approuvés scientifiquement par notre agence commune, l'Agence européenne des médicaments, et que nous utilisons en France exclusivement, mais laisse aux États membres la possibilité d'ajouter pour l'entrée sur leur propre territoire, et seulement sur leur propre territoire, la reconnaissance d'autres vaccins. Et quelques pays, 3 à ma connaissance aujourd'hui, le font, pour des vaccins qui sont reconnus par l'OMS, c'est le vaccin Sinovac, ou même pas reconnus par l'OMS, je pense évidemment au vaccin russe Sputnik. C'est le cas de la Hongrie, qui l'a utilisé pour sa propre population, c'est le cas de la Grèce, et c'est le cas de l'Espagne à cette date. Le président comme la chancelière, je le disais, ont beaucoup insisté sur la nécessité, même si c'est une possibilité offerte juridiquement, que l'on s'en tienne le plus longtemps possible à la liste agréée par l'EMA et seulement celle-ci, donc les 4 vaccins que j'évoquais. Pourquoi ? Parce que d'abord ça permet de restreindre les flux et de restreindre les flux d'entrée à ceux qui ont un vaccin dont on est sûr de la bonne qualité de la protection. Pas une appréciation politique, c'est une appréciation scientifique faite par notre agence européenne commune. Et il serait difficile d'expliquer aux citoyens français que l'on n'utilise pas ces vaccins parce qu'on les estime insuffisamment protecteurs, mais qu'on laisse rentrer des gens sur notre territoire sur la base de cette vaccination à ce vaccin-là. Si je peux me permettre 2 secondes, Monsieur le Ministre, sur ce sujet. Effectivement, Sputnik et Sinovac ne seraient pas reconnus dans la liste. Mais comment se fait-il que Sputnik n'ait pas encore été réellement évalué par l'Agence européenne alors que nos vaccins français et européens, dits européens, l'ont été finalement dans des temps records? Alors, européen ou pas seulement européen, puisque américain aussi, mais alors il n'y a pas de jugement politique sur ce sujet. Là, je ne suis pas l'auteur des évaluations, mais ce que nous dit l'Agence européenne des médicaments, aux autorités françaises comme à toutes celles qui posent la question, c'est que Sputnik, les dépositaires du dossier, les déposants du dossier, ont mis beaucoup de temps à livrer l'ensemble des informations qui ne sont pas toutes transmises. Et c'était une autorisation qui aurait pu être prête en juin. C'était l'estimation, je crois que je l'avais évoqué devant votre commission d'ailleurs, que nous avions sur une base effectivement indicative. Mais la documentation scientifique nécessaire n'ayant pas été fournie insuffisamment ou pas dans les temps, ça se prolonge. Il n'y a aucun, pour être très clair, il n'y a aucune volonté dilatoire, politique ou scientifique, mais il y a une expertise qui doit se fonder sur le maximum de documents possibles, comme ça a été demandé pour les autres vaccins. Et c'est l'estimation, puisque là aussi c'est une procédure scientifique, c'est que ça ne sera pas autorisé avant le mois de septembre. Je précise quand même, parce que je sais qu'il y a eu des débats ou des polémiques sur ce vaccin Sputnik, que quand bien même il serait autorisé rapidement, peut-être le sera-t-il d'ici le mois de septembre, il faut qu'il soit produit. Et les quelques pays européens, on le sait, qui ont fait appel au vaccin Sputnik, il y en a 2 en fait, la Hongrie et la Slovaquie. La Hongrie l'a utilisé de manière assez significative, dans le cadre d'un accord bilatéral, mais minoritaire néanmoins par rapport aux vaccins autres livrés dans le cadre européen. Mais la Slovaquie, par exemple, a passé un contrat de 2 millions de doses et n'en a reçu à cette date que 200 000
Et de manière générale, j'en profite pour le signaler, quand on compare les politiques vaccinales, la géopolitique vaccinale de l'Europe et d'autres grandes puissances, les Russes ont livré 2% seulement des contrats qu'ils ont signés avec des pays européens ou d'autres à travers le monde. Ils ont promis 800 millions de doses, ils se sont engagés sur 800 millions de doses, ils n'en ont livré que moins de 20 millions aujourd'hui. Donc ça relativise aussi le sujet, je ne fais pas de polémique géopolitique sur ce sujet, on reparlera de la Russie tout à l'heure, même s'il y a un narratif, comme on dit, géopolitique évident de la part de la Russie, il ne faut pas être naïf, mais ils ne livrent pas. Donc c'est peu produit et ça n'est pas autorisé pour des raisons scientifiques. Je ferme cette parenthèse sur ce point qui concerne la liste des vaccins, parce que dans le cadre du pass sanitaire, je crois que c'est un point important. Et puis, dernier point qui a fait l'objet d'une discussion, c'est dans ce cadre sanitaire, ce sont les questions de solidarité internationale. Je n'y reviens pas en détail, vous le savez, je viens de l'évoquer, l'Europe reste aujourd'hui le premier exportateur et le premier donateur de vaccins au monde, peut-être, je l'espère, rattrapé dans les prochaines semaines par les États-Unis qui accélèrent leurs propres dons. Mais c'est aujourd'hui l'Europe qui, avec 90 millions de doses données dans le cadre du mécanisme COVAX, les exportations d'environ 300 millions de doses, fournit une large partie des besoins mondiaux. Et l'on voit que ce n'est pas de la naïveté, mais aussi, je l'avais rappelé, de l'intérêt sanitaire bien compris, puisque nous sommes tous victimes des variants qui se développent de par le monde parce que la vaccination prend du temps, beaucoup plus de temps, dans des pays qui ont moins de capacités et moins de moyens financiers. Nous renforcerons, cela a été également évoqué dans le cadre du G7, nos efforts de solidarité internationale d'ici la fin de l'année avec un engagement du G7, des pays du G7 de livraison d'au moins 500 millions de doses d'ici fin 2021. Pour répondre à votre question sur l'Allemagne, je profite, Monsieur le Président. La chancelière a évoqué la question britannique. À ma connaissance, elle n'a pas demandé que toute l'Europe ait une même mesure, mais elle a fait part de son inquiétude en raison du développement du variant. L'Allemagne, depuis le mois de mai, parce qu'elle a une politique un peu différente de classement des zones, applique en effet une quarantaine, c'est l'équivalent de notre zone orange, qui est plus systématique aux voyageurs venant du Royaume-Uni, mais même si cela a été parfois évoqué dans la presse, la chancelière Merkel et les Länder, puisqu'il faut un accord, n'ont pas dégradé, si je puis dire, la situation du Royaume-Uni dans leur propre classification. Et on a parlé d'une interdiction d'entrée sur le territoire allemand de la part des voyageurs britanniques. Ça n'est pas le cas. Mais nous n'avons pas d'indication que l'Allemagne déciderait une telle mesure dans les prochaines semaines. Quant à nous, la circulation du variant est la seule raison pour laquelle nous continuons de placer le Royaume-Uni, non pas en zone verte, comme sa situation sanitaire d'ensemble pourrait lui permettre, mais en zone orange, avec donc, même quand on est vacciné, obligation de test au départ, et quand on n'est pas vacciné, motif impérieux strict pour entrer sur le territoire. Donc c'est un dispositif sérieux que nous appliquons au Royaume-Uni pour cette raison, et que nous pourrons, si cela était nécessaire, évidemment, dégrader ou renforcer en zone rouge si la circulation du variant se propageait encore au Royaume-Uni, comme nous l'avons fait en début d'année pour le variant anglais à l'époque. Voilà sur les questions de santé, je pourrais y revenir dans notre échange, mais je ne veux pas être trop long pour essayer de couvrir les autres sujets. Puisque l'on parle de la crise Covid et de ses différentes implications, un mot sur la question, la dimension économique, puisque a été pas directement en lien avec le Covid, mais dans les suites de la pandémie, nous avons tenu, les chefs d'État et de gouvernement ont tenu un sommet de la zone euro le vendredi matin de ce Conseil européen, qui a été un sommet de première orientation après crise, qui n'a pas donné lieu à des décisions précises, mais les questions qui, encore une fois, n'ont pas fait l'objet ici de débats ou de décisions précises, comme l'union bancaire, seront au menu des prochaines échéances de la zone euro dans les mois qui viennent. Cela a été évoqué par les ministres des Finances lors de leur dernière réunion. Cela a permis néanmoins de faire un point sur les plans de relance, puisque au-delà du Conseil européen lui-même, il y a une forte actualité sur ces sujets. Vous avez rappelé que les choses s'étaient accélérées. La Commission européenne a procédé à ses premières émissions de dette au mois de juin, au moment où nous le prévoyons lors de notre dernier échange, c'est-à-dire début juin, après les ratifications par les 27 parlements des 27 États membres, enfin, 40 et quelques parlements des 27 États membres. Et donc cela a permis cette levée de dette qui a été, je le signale, parce que je crois que c'est un point politique important, un succès, et donc un gage de confiance aussi dans l'endettement et l'investissement européen, puisque la demande de dette a été 7 fois
couvertes par l'offre que les investisseurs financiers ont proposée, et le taux obtenu par l'Union européenne pour cette émission commune se situe entre le taux souverain français et le taux souverain allemand, c'est-à-dire dans les tout meilleurs de l'Union européenne, même meilleur que le taux français pour cette première émission, on verra pour la suite. Donc c'est, je crois, un gage de qualité et de confiance très important. Cela permettra, pour être très concret, après validation des premiers plans de relance, dont le plan français, par la Commission européenne la semaine dernière, et il faut une approbation formelle des ministres des Finances dans quelques jours, des décaissements au cours du mois de juillet. La Commission a stocké, si je peux le dire ainsi, 20 premiers milliards d'euros d'émissions de dette faites au mois de juin pour assurer ces premiers versements. La première tranche pour la France est prévue autour de 5 milliards d'euros au titre des 40 dont nous aurons le bénéfice sur la totalité de la période 2021-2023. Voilà pour être précis sur ce point. Le président de la République a réévoqué, nous pourrons en rediscuter, l'idée qu'au-delà de cette relance, il ne s'agit pas de faire un plan de relance européen numéro 2, nous en avions parlé, ou d'augmenter le plafond des 750 milliards d'euros, essayons déjà de les dépenser utilement, mais que à la question d'un plan d'investissement de long terme dans des secteurs stratégiques, ciblés, comme le font les Américains, sur la décennie qui vient, jusqu'à 2030 au moins, en matière de microprocesseurs, de semi-conducteurs, de technologies vertes et d'autres secteurs d'avenir, se pose. Et nous aurons ce débat, pas dans l'immédiat, sans doute dans les prochains mois, probablement quand le nouveau gouvernement allemand sera aussi installé au cours de la présidence française de l'Union européenne, sur l'investissement européen à long terme et les moyens que nous avons de le renforcer. J'entends avec ce que vous nous précisez qu'en fait, on est prêt à décaisser là au niveau de l'Union, et ça devrait arriver là incessamment sous peu, parce qu'on a eu plusieurs dates, mais finalement, est-ce qu'il y a une date qui est vraiment formalisée ? Alors je ne peux pas vous dire un jour exact, mais au cours du mois de juillet, nous aurons très vraisemblablement une première tranche de financement. Et je l'avais indiqué ici même, j'avais pris un petit risque et le décalage s'est fait à quelques jours près. J'avais dit que le processus serait terminé fin mai. Les dernières ratifications ont eu lieu le 30 mai et c'est le 1er juin que la Commission a lancé son processus d'émission. Donc on est vraiment allé au plus vite que les textes nous le permettaient. Et c'est cela qui a permis au cours du mois de juin de lever ces 20 premiers milliards d'euros. Sur toute l'année, c'est presque, sans doute même un peu plus, si on prend l'ensemble des besoins de trésorerie, de 100 milliards d'euros que la Commission va lever sur les marchés. Et donc, pour être concret, la première tranche dont bénéficiera la France ainsi que d'autres pays cet été sera très vraisemblablement décaissé au mois de juillet. Il y a une réunion des ministres des Finances de mémoire le 13 juillet et c'est la dernière étape de formalisation. Le processus est assez lourd avant que l'argent qui existe aujourd'hui soit versé aux États membres. Je saute un peu l'ordre des thèmes du Conseil européen pour parler du menu international lui-même, qui fut un menu dans le menu extrêmement abondant et riche. Je serai bref et nous pourrons revenir dans l'échange. Outre un déjeuner qui a précédé le Conseil européen avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, qui a été reconduit dans ses fonctions il y a quelques jours, il y a eu de longs échanges sur la Turquie, sur la Russie et sur, à la demande de la France, la situation au Sahel. Le président de la République ayant souhaité faire un point sur les derniers développements dans la région. S'agissant de la Turquie, pour y revenir, nous sommes dans la ligne qui a été définie sur le fond au Conseil européen de décembre 2020, dont j'avais l'occasion de rendre compte devant votre commission, qui consiste à renforcer la fermeté européenne, tout en étant ouvert au dialogue, et en disant en quelque sorte à la Turquie, à vous de voir l'attitude que vous voulez avoir vis-à-vis de l'Europe, nous ne sommes pas dupes, soit il y a des signaux tangibles et durables d'apaisement, et nous sommes prêts à entrer en discussion sur l'union douanière, sur un certain nombre de sujets concrets, progressivement, soit il y a des provocations qui se poursuivent ou se renforcent, et nous ne pourrons évidemment que prendre des mesures supplémentaires de rétorsion ou de sanctions. La Turquie a donné quelques signaux d'apaisement, il ne faut pas surestimer, mais qui sont réels au cours des dernières semaines, ou des derniers mois, notamment en Méditerranée orientale, en se réengageant dans un dialogue bilatéral avec la Grèce, qui ne produit pas encore de résultats tangibles, mais qui est un signal d'apaisement, sur Chypre également, même si la dernière réunion à Genève n'a pas permis
d'avancées substantielles, mais elle a créé, je l'espère, un climat plus positif. Et c'est au vu, sans naïveté encore une fois, et sans que ce soit définitif, au vu de ce paysage légèrement apaisé, que l'Union européenne a accepté de commencer à discuter d'un certain nombre d'éléments. Je pense justement à l'union douanière. Et dans ce contexte, mais je souligne vraiment la spécificité de ce sujet, en effet, pas seulement pour la Turquie, mais principalement pour la Turquie, une nouvelle tranche de financement pluriannuel à destination des réfugiés pris en charge a été, dans son principe, parce qu'il y a ensuite une procédure législative, validée politiquement par le Conseil européen. C'est en effet pour la Turquie 3 milliards d'euros qui sont en jeu d'ici 2024 et qui, j'y insiste, ne transitent pas par le gouvernement turc, mais sont à destination, en général, par une gestion internationale des réfugiés pour leur prise en charge, car aussi vrai que l'attitude de la Turquie est condamnable à beaucoup d'égards, et nous n'avons pas hésité à le dénoncer, vous l'avez fait, Monsieur le Président, à plusieurs reprises, à juste titre, aussi vrai que cela reste la situation, il est exact aussi que la Turquie prend en charge près de 4 millions de réfugiés sur son sol, et qu'il y a là un geste humanitaire qui nous appartient aussi de faire, dans notre intérêt d'ailleurs. Et c'est dans ce sens que nous avons accepté, que tous les pays ont accepté, le principe de la poursuite de ce financement très spécifique. C'était 2 tranches de 3 milliards dans ce qu'on appelle la facilité pour les réfugiés en Turquie, et une tranche supplémentaire de 3 milliards sur la période 2021-2024 serait, dans son principe, actée. Elle doit encore être discutée et votée par le législateur européen. Voilà le paysage, donc ce n'est pas une attitude en quelque sorte de récompense, je veux insister là-dessus, à travers ce financement de la Turquie, même s'il y a par ailleurs quelques signes d'apaisement, c'est la poursuite d'une action qui semble, sur ce point spécifique, justifiée. Sur la Russie, nous sommes dans un début de débat, si je puis le dire ainsi. La chancelière Merkel, avec le président de la République, ont souhaité que l'on puisse questionner les outils dont les Européens, collectivement, font montre à l'égard de la Russie. Non pas pour avoir une attitude conciliante, affaiblie, mais parce que nous voyons bien la difficulté de trouver la juste mesure entre des sanctions nécessaires, parce que les raisons qui ont poussé l'adoption des sanctions depuis 2014 demeurent. Il ne s'agit pas de les lever. Les amendements franco-allemands qui ont été proposés au Conseil européen visaient même à évoquer leur renforcement si la situation se dégradait à nouveau. Mais c'est cet équilibre difficile à définir en trouvant les canaux d'un dialogue politique. Dialogue politique ne veut pas dire soumission, naïveté, désamorçage de nos sanctions ou de nos mesures répressives, mais c'est l'intérêt collectif d'avoir aussi ce canal européen. La question des formats et d'un éventuel sommet qui a défrayé la chronique bruxelloise n'était pas du tout le cœur des amendements qui ont été proposés conjointement par la France et l'Allemagne lors de ce sommet, dans les conclusions du Conseil. Mais c'était une perspective pour dire s'il y a un dialogue politique, il pourrait y avoir des formats à définir de rencontres entre les dirigeants européens, encore une fois sous une forme que l'on définira plus tard, et les autorités russes. Nous n'en sommes pas là. Et je partage votre diagnostic, Monsieur le Président. Il faut toujours sur ces sujets, au-delà même du fond et avant le fond, être extrêmement vigilant dans la méthode. Et je le dis très sincèrement, j'ai eu l'occasion de le dire publiquement, je pense que parfois la France comme l'Allemagne ont parfois donné le sentiment, je crois que ce n'était pas l'intention, mais donné le sentiment que nous avancions sans tenir compte des sensibilités de nos autres partenaires. Et c'est l'intérêt collectif que de le faire. C'était pour ça que le président s'était rendu plusieurs jours dans les pays baltes en septembre dernier. Nous devons, je crois, renforcer encore cette attention, et ce n'est pas que symbolique, à nos partenaires, à la menace russe qui pour eux, comme pour nous tous, mais pour eux plus encore réelle, presque tangible, et évidemment avoir en tête que tout geste potentiel, même conditionné, même sélectif, puisque c'était l'objet des amendements franco-allemands, à l'égard de la Russie, doit être discuté collectivement. C'est d'ailleurs nous qui avions demandé qu'on ait cette discussion à 27 à l'occasion du sommet européen. Nous aurons encore à le faire parce que je crois que définir le bon équilibre à l'égard de la Russie restera une forme de gageur pour l'Union européenne, mais nous avons besoin en tout cas d'européaniser ce débat et de le poursuivre.
Sur le Sahel, je serai bref parce que le point que j'évoquais consistait essentiellement pour le président de la République à informer le Conseil européen de nos dernières décisions, orientations, en rappelant que si le format, la nature de nos missions évoluait au Sahel, et ça n'était pas une surprise complète, puisque c'est une option que le président avait évoquée à plusieurs reprises, mais évidemment dans le nouveau contexte malien, il ne s'agissait pas d'un désengagement, ni du Mali, ni du Sahel, ni encore moins de la lutte contre le terrorisme dans la région. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce point d'information était important, nous ne pouvons pas demander, nous l'avons partagé à de nombreuses reprises, à être plus soutenus ou moins seuls, nous Français au Sahel, et à demander donc une participation européenne croissante, qui petit à petit se met en place, et ne pas discuter collectivement ou au moins informer nos partenaires de la situation et de nos propres orientations. Et donc, je le signale à cette occasion, nous avons d'ailleurs réuni davantage de soutien ces dernières semaines à la Task Force Takuba en particulier, qui réunit les forces spéciales sur des missions difficiles, et un pays comme la Roumanie s'est engagé aussi à nos côtés avec près de 50, un contingent de 50 forces spéciales qui complète Takuba, et c'est au total, en incluant la France, maintenant 10 pays européens qui sont dans cette force Takuba. Donc on voit que sur des missions précises, on arrive à convaincre nos partenaires européens, c'est difficile, c'est parfois long, que l'intérêt commun se joue là-bas et que c'est notre sécurité européenne que l'on défend à travers une mission française qui s'européanise progressivement. Un dernier point, si vous me permettez, Monsieur le Président, parce que là aussi, il a fait l'objet de beaucoup de discussions politique et médiatique, c'est la question hongroise, puisque ça n'était pas prévu. Une semaine avant le Conseil européen, 10 jours exactement, le Parlement hongrois a amendé, le gouvernement hongrois plus exactement a fait amender un projet de loi qui était déjà en discussion et qui a été voté avec une partie extrêmement préoccupante, puisqu'il y a une assimilation explicite entre des contenus pornographiques, pédophiles et des contenus, des images homosexuelles. Cette assimilation est le cœur du problème que nous avons soulevé à l'égard de la loi hongroise. J'ai eu l'occasion de m'exprimer, le président de la République s'est exprimé aussi très clairement à l'issue du Conseil européen, donc je serai bref, mais cela a fait l'objet d'un débat long, tendu, au sein du Conseil européen. Je ne veux pas être béat d'optimisme, mais le fait qu'il y ait une prise de conscience et que pour la première fois, les leaders européens en des termes très durs ont pointé du doigt cette nouvelle dérive, puisqu'il y en a d'autres dans d'autres domaines en matière d'état de droit, de la Hongrie, dans d'autres domaines de la Pologne, mais le débat était là sur la Hongrie, atteste cette sensibilisation européenne aux questions de valeur, d'état de droit et de respect de droits fondamentaux. J'insiste, il ne s'agit ni de s'ingérer dans la vie politique hongroise, aucun parlement ne l'accepterait, aucun gouvernement ne l'accepterait, mais nous touchons là à des valeurs qui sont inscrites dans notre traité que nous avons tous. C'est un pacte fondateur européen ratifié librement, souverainement. Et nous parlons ici de sujets graves qui ne sont pas neutres et qui touchent précisément à ces valeurs européennes. Je le dis aussi, j'ai eu l'occasion de le dire publiquement, il ne s'est pas agi, même s'il y a eu quelques déclarations vives en ce sens, de faire d'entamer un processus de sortie ou d'exclusion de la Hongrie de l'Union européenne. Je crois que ce n'est pas le sujet, et ce serait une forme d'échec pour la société hongroise, pour nous-mêmes, et il ne s'agit pas de cela, et comme l'a rappelé le président de la République à l'issue du Conseil européen, il s'agit aussi de comprendre au-delà d'une loi, aussi grave soit-elle, précise, celle que j'ai évoquée, pourquoi un certain nombre de dirigeants européens se sentent habilités, autorisés, et qu'ils aient en face une forme de commerce politique parfois, à attaquer des valeurs aussi fondamentales de notre pacte politique européen. Cela doit nous interroger sur une défiance à l'égard d'un certain nombre de valeurs européennes qu'il ne faut pas accepter, mais qu'il faut aussi décrypter pour essayer d'y répondre. Cela étant dit, le Conseil européen a été l'occasion pour la présidente de la Commission européenne, avec un soutien très large, d'indiquer le lancement de procédures contentieuses à l'égard de la Hongrie qui pourraient se traduire par une saisine de la Cour de justice après quelques étapes préalables avant la fin de cette année. Voilà pour le compte-rendu sur ce point supplémentaire qui a occupé longuement la table du Conseil européen jeudi et vendredi dernier. Et je suis évidemment
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, à votre disposition pour compléter ou ajouter d'autres points. Merci, Monsieur le Ministre. Je reprendrai peut-être la parole tout à l'heure, mais en tout cas, là, je voudrais laisser la parole à mes collègues. Donc, il y a Laurence Harribey qui veut s'exprimer, et puis Madame Lavarde. Et puis après, bon, attendez. On commence dans l'ordre. Allez, Laurence Harribey. Christine. Merci, Président. Merci pour cette présentation. Quatre questions, oui, très rapides. Dans le point 8, le point 7 et le point 8 du compte-rendu officiel du Conseil sur la relance économique, il y a une espèce d'ambiguïté. Dans le point 7, on rappelle un petit peu les plans nationaux et la nécessité d'une mise en œuvre en respectant les intérêts financiers de l'Union. C'est un peu ce que je vous avais dit lors de mon intervention avant le Conseil. On sent quand même qu'on rentre dans un espèce d'exercice classique de semestre européen avec le conditionnement du plan de reprise par rapport à un certain nombre de principes. Mais en même temps, c'est en contradiction avec le point 8 qui précise que le Conseil prend note avec satisfaction des grands objectifs du sommet de Lisbonne et du sommet de Porto, et du plan d'action sur les questions des droits sociaux. Et donc, du coup, moi, j'aimerais votre analyse là-dessus, sur ce qu'il y a derrière et la volonté réelle de l'Union. La deuxième question est liée sur le point 10 du compte-rendu du Conseil qui se satisfait des progrès rapides en vue d'une réforme mondiale de l'impôt sur les sociétés dans le cadre du G20. Moi, je voudrais que vous nous disiez, parce que vous n'aviez pas répondu à l'interpellation qui était la mienne lors de cette séance avant le Conseil, est-ce qu'on peut envisager un accord intergouvernemental et non pas un accord à l'unanimité qui est quelque part un faux semblant, même si les questions de fiscalité, on le sait, sont du domaine de l'unanimité, mais on pourrait avoir un travail sur la coopération. Voilà pour les deux premières questions. La troisième question est plus sur les questions de migration. Dans le point 12 du rapport du Conseil, on parle de plan d'action pour les pays d'origine pour l'automne 21 qui doivent contenir des objectifs clairs de mesures de soutien supplémentaires et des calendriers. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les idées directrices qui sont demandées donc, aux États? Et puis la dernière question, c'est plus une appréciation ou une interpellation sur le dernier point du compte-rendu du Conseil concernant la cybersécurité et les actes, la condamnation gentillette des actes de cybermalveillance. Il est attendu des propositions. C'est un peu mince, alors que l'enjeu est quand même fondamental sur l'Union européenne. Qu'est-ce que concrètement la France va pouvoir initier et favoriser dans le cadre européen? Voilà, merci. D'accord, on prend part de questions. Christine Lavarde. Oui, merci. Je m'excuse déjà parce que cette question sera un peu en marge du Conseil européen, mais elle fait écho au Conseil, pour le coup, Affaires étrangères, qui a suivi les discussions. Et vous avez fait un large propos justement sur toutes les questions relatives aux affaires étrangères. Et vous pouvez vous en douter, ma question, elle porte sur le Liban, puisque dans le compte-rendu, de ce que j'ai pu voir du Conseil Affaires étrangères, des mesures ont été prises contre un certain nombre de pays. Je n'ai pas trouvé mention de discussion ou d'action sur le Liban. Vous m'aviez dit que ce sujet serait à l'ordre du jour du Conseil Affaires étrangères. Je pense que vous ne pouvez pas ignorer que la situation là est quand même en train de se tendre vraiment de manière très forte dans ce pays. Donc, alors peut-être que vous ne pouvez pas tout nous dire de ce qui s'est dit ou pas dit, mais voilà, je pense que ça serait intéressant de savoir si, au-delà de ce qui s'est dit au Conseil européen, dans les discussions parallèles, il y a eu des choses sur la situation dans ce pays ou dans la zone Proche-Orient. Merci. Très bien. Sur réponse à Madame la sénatrice Harribey sur
la dimension sociale, l'articulation du semestre européen. Je vais être clair, qu'est-ce qui est prévu ou pas prévu dans la stratégie de relance et de résilience, puisque chaque pays remet un plan national de relance et de résilience. Nous l'avons fait au mois de mai. Il a été approuvé par la Commission européenne la semaine dernière. Il n'y a pas de conditionnalité. Il y a une procédure d'évaluation qui est assez lourde, je l'ai rappelé, approbation par la Commission, validation collective par le Conseil au niveau des ministres des Finances. Mais, je l'avais dit, j'insiste, c'est important, il n'y a pas de droit de veto d'un pays sur un autre, ce qui aurait pu entraîner évidemment des exigences en termes de telle ou telle réforme qui aurait pu conduire sans doute à un degré de contrainte excessif. Et puis, il n'y a pas non plus une sorte de logique stricte, réforme contre argent, pour être très clair. Néanmoins, et nous l'assumons pour nous-mêmes, une stratégie, pour ça que j'insiste sur ce terme, de relance et de résilience, ça ne sera pas seulement dépenser de l'argent, quand bien même c'est de l'argent pour investir. Ce sera aussi poursuivre ou utiliser ces sommes pour faciliter un certain nombre de réformes dites de structure qui seront à définir, à adapter dans chaque pays. Mais il n'y aura pas une forme de mécanisme professoral où la Commission européenne ou tel pays au hasard au nord de l'Europe viendra expliquer qu'il faut faire une réforme du marché du travail, des retraites, de tel ou tel aspect de l'économie. Mais les pays, de manière transparente, le projet national de relance et de résilience français et public, évoque un certain nombre d'éléments de réforme que nous comptons faire de toute façon. Je prends l'exemple de la réforme de l'assurance chômage, nous l'avons mentionné dans le plan national de relance et de résilience. Chacun en pense ce qu'il en veut, mais nous ne l'avons pas lancé pour obtenir l'argent européen ou parce qu'il y avait ce débat européen. Et il y a deux éléments qui sont, peut-être au sens strict, des conditions pour la validation de ces plans, que la France a rempli, mais nous les avions d'ailleurs demandés. C'est une condition écologique, au moins 37% des dépenses consacrées à la transition écologique. Pour la France, c'est 50% dans ce que nous avons soumis à nos partenaires européens. Et au moins 20%, nous avons fixé notre propre cible à 25% de dépenses consacrées à la transformation numérique, développement de la fibre, investissement dans la numérisation des entreprises ou autres. Et donc, ce sont les deux seules conditions au sens strict qui sont posées. Sur le plan social, il n'y a pas de conditionnalité. Là, on peut trouver que c'est regrettable dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a pas, comme il y a sur le plan écologique ou numérique, un pourcentage de dépenses à fixer sur le plan social. Il n'y a pas non plus, en sens inverse, au titre de la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, une sorte d'intrusion européenne dans nos réformes sociales des années à venir. Il y a des exigences de bonne gestion qui sont liées à toute utilisation des fonds européens, donc c'est assez classique. Est-ce qu'on va avoir, pour être clair, une forme de nouvelle logique type semestre européen, austérité, surveillance précise des réformes et faible prise en compte de la dimension sociale de l'après-crise? Je ne crois pas, pour la raison que j'ai indiquée, et aussi parce que, ce n'est pas une forme de coquetterie de le mentionner effectivement au point 8, depuis le sommet de Porto, même si le sommet de Porto est fondé sur une déclaration politique qui reste générale, mais qui a associé néanmoins les partenaires sociaux de toute l'Europe, il y a un agenda social européen qui prend un peu de substance. On a longtemps utilisé l'Europe sociale comme un paravent ou comme un slogan, c'est évident. Quand on regarde ce qui s'est passé ces 2-3 dernières années, je crois qu'on aura un nouvel élan après-crise sur la réforme du travail détaché, aujourd'hui sur la directive sur les salaires minimums, avec dans quelques mois, nous y poussons beaucoup une proposition de texte sur les travailleurs des plateformes, ceux qui partout dans nos villes livrent nos repas ou d'autres activités qui sont très peu encadrées socialement. Cela sera soumis à une législation européenne dans les prochains mois. Donc je crois qu'il n'y a pas ni de contradiction ni de hiérarchie mal placée entre l'économique et les réformes d'une part et la dimension sociale d'autre part dans la stratégie européenne de relance. On est même plutôt dans un moment où je crois, je l'ai dit en ces termes déjà, on a changé de logiciel européen, tant mieux sur ces sujets. Sur les questions de fiscalité internationale, qui font d'ailleurs partie un peu de ce monde plus équitable d'après-crise que nous essayons de dessiner au niveau multilatéral. Il y aura un G20 finance les 9 et 10 juillet, une discussion à l'OCDE en ce moment et après, et nous avons effectivement deux obstacles à franchir. Est-ce que nous aurons un accord international, non pas unanime, mais suffisamment large pour que cela ait du sens et que l'accord à l'OCDE soit trouvé? Je le crois. Pas gagné, mais je le crois, parce qu'il y a eu cette impulsion du G7 et dans quelques jours, j'espère, du G20.
Est-ce qu'au niveau européen, nous aurons nous-mêmes, puisqu'il faudra transposer cet accord international dans une législation commune, est-ce que nous aurons l'unanimité exigée en matière fiscale? Je le crois aussi en réalité, parce que nous avons fait pivoter le débat d'une stricte taxation des entreprises numériques vers une taxation plus juste des multinationales. Alors des pays se sont exprimés contre, pour être très clair, l'Irlande. C'est d'ailleurs le seul de nos États membres qui s'est exprimé explicitement contre cette réforme, mais avec, je le dis amicalement, une très forte pression non seulement des partenaires européens, mais aussi de l'allié américain, pour que la position irlandaise évolue. Et donc je crois que l'histoire n'est pas terminée. Est-ce que si on avait un blocage, on pourrait avancer à quelques-uns? Oui, c'est possible juridiquement d'avoir des coopérations renforcées en matière fiscale. On a essayé sur la taxe sur les transactions financières, on n'a pas abouti, stade en tout cas, mais c'est possible. Et donc là, je crois qu'il y a une obligation de résultat sur cet accord international. Pour le dire clairement, je pense qu'on peut le dire pour la France et l'Allemagne à minima, nous ne laisserons pas cet accord international que l'Europe a poussé, que les Américains ont débloqué, ils n'ont pas créé, ils l'ont débloqué par le changement de position de M. Biden, tant mieux en début d'année. On ne va pas casser cette opportunité historique d'avoir une réforme de la taxation des très grandes entreprises internationales. Et donc nous trouverons les voies et moyens de le faire dans un format à déterminer. Je souhaite évidemment que ça puisse se faire au niveau de l'Union européenne, parce que je crois que partout, et je dirais même en Irlande, je ne vois pas comment nos concitoyens comprendraient que ce soit l'Union européenne ou certains pays de l'Union européenne bloquant les autres qui mettraient en danger un accord international aussi important et aussi juste, au fond. Mais il faut se préparer à toutes les éventualités. Donc je réponds cette fois plus précisément, Madame la Sénatrice, à votre interpellation, que vous avez bien fait de renouveler. Nous avons cette boîte à outils qui permet aussi d'agir dans des formats plus restreints si cela était nécessaire. Sur les migrations, le point 12 est le sujet sur les plans d'action pour les pays d'origine et de transit. C'est l'idée qui a déjà été développée, mais qu'on n'a objectivement jamais vraiment mis en œuvre collectivement en tant qu'Européens, d'avoir ensemble une négociation avec certains pays, c'est pour ça qu'on parle de pays prioritaires, certains pays d'origine et de transit, pour, de manière offensive et défensive, pardon de le dire de manière un peu brutale, mettre plus de pression pour que, sur le phénomène d'immigration illégale, il y ait de leur part plus de coopération. Très concrètement, cela peut passer par l'aide que l'on verse, qui peut être renforcée sur la problématique migratoire. Il est indiqué au point suivant des conclusions que vous avez citées que c'est un peu abscon, mais que 10% des fonds de développement européens seront consacrés positivement, ce n'est pas une sanction, au contraire une incitation, à la lutte contre les phénomènes migratoires illégaux et de manière plus positive au soutien aussi au développement local pour limiter les phénomènes migratoires à la racine. Mais donc c'est cette idée-là que l'on européanise un certain nombre de discussions qu'on a avec par exemple des pays du Maghreb, parce que il y a des pays, je ne sais pas quelle formule sera retenue, mais je souhaite qu'on explore par exemple cette piste. Quand on parle de relations avec la Tunisie, je prends un exemple très concret, il est évident que la France a un rôle à jouer et que nous pouvons le jouer dans nos discussions avec le gouvernement tunisien au nom de l'Union européenne, parce qu'à la fin nous avons les mêmes intérêts. Et je finis là-dessus. Derrière tout cela, si on se parle franchement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'idée que il y a une logique de développement, c'est vrai pour les pays d'origine, mais pour les pays de transit, en particulier au nord de l'Afrique, on sait très bien que vous ne pouvez pas avoir une politique migratoire efficace, notamment la lutte contre l'immigration illégale, si vous n'avez pas de reconduite. Et la reconduite, ça ne dépend pas principalement de nous, ça dépend des laissez-passer consulaires, les fameux, que les pays d'origine ou de transit acceptent ou non de délivrer. Bon, parce qu'il faut reconduire quelqu'un quelque part, à l'évidence. Et donc, avoir une pression collective européenne sur un certain nombre de ces pays qui sont les principaux, si je puis le dire ainsi, pourvoyeurs de flux, et je crois une tactique, une stratégie plus exactement, que nous n'avons jamais vraiment su mettre en place au niveau européen. C'est ça qu'il y a aussi derrière le point que vous avez relevé. Sur les cyberattaques, vous avez raison, ça a été évoqué, je n'ai pas précisé dans mon introduction, par la Pologne, qui a été victime. Cela a été d'ailleurs peu souligné dans notre débat public et médiatique en France, d'une attaque probablement russe, qui a visé à révéler un certain nombre de conversations privées de responsables politiques haut placés, collaborateurs très proches du Premier ministre polonais. Je le signale parce que c'est évidemment pas nouveau.
malheureusement. Nous avons, cela a été moins connu aussi, une attaque contre le système de santé irlandais, sans doute de même origine, il y a quelques semaines. Et donc on voit bien que la menace n'a pas disparu et qu'elle vise sans doute à envoyer des signaux de pression et d'alerte aux différents pays européens pour dire nous pouvons frapper partout et tout le monde. Et donc au moment où nous avons d'ailleurs des échéances électorales ou d'autres enjeux, vaccination par exemple, où nous avons besoin de systèmes d'information sécurisés, nous avons encore très clairement cette menace. Je l'ai dit, je le redis, malheureusement ça n'a pas avancé ces dernières semaines, mais nous avons en matière de cybersécurité les mêmes menaces, mais aussi les mêmes capacités d'expertise de très haut niveau en Europe. L'ANSSI en France, d'autres agences européennes sont de bon niveau et nous aurions intérêt à avoir, non pas pour le plaisir de créer des machins, comme aurait dit le général de Gaulle, mais pour le renforcement de nos moyens communs, une agence européenne de cybersécurité serait, je crois, indispensable pour que, notamment quand il y a un processus électoral dans un pays, on puisse mobiliser des experts d'autres pays, comme on le fait en matière de sécurité civile, par exemple, pour aider et lutter contre des cyberattaques qui se multiplient. Donc vous avez raison de souligner que ça n'est pas un point anodin, même s'il a fait l'objet d'assez peu de débats et d'assez peu de visibilité au Conseil européen. Pour répondre à Mme la sénatrice Lavabre sur le Liban et le débat du Conseil Affaires étrangères, qui en fait avait précédé en effet de quelques jours le Conseil européen, on l'avait évoqué. Le ministre Jean-Yves Le Drian l'a évoqué lui-même au Conseil Affaires étrangères, en marquant sa très forte préoccupation, en évoquant la possibilité ou la nécessité de sanctions. Et cette pression que nous avons mise et la prise de conscience, je dois dire, spontanée du haut représentant, Josep Borrell, sur ce sujet, fait que, je ne sais pas si une décision sera prise, car c'est un débat sensible, mais il y a la volonté européenne d'examiner de possibles sanctions dans les semaines qui viennent, et en tout cas de maintenir la pression en élaborant d'abord ce régime de sanctions pour signaler au Liban que nous sommes prêts à le faire contre les acteurs politiques qui demeurent les responsables du blocage. Donc pour être très clair, ce point a bien été mentionné par la France. Le haut représentant travaille à un paquet possible de sanctions à notre demande et nous continuerons à manier, si je puis dire, la carotte et le bâton pour que ce paquet de sanctions européennes soit disponible. Et sans trahir de grands secrets, le secrétaire d'État Blinken, secrétaire d'État américain, qui a échangé avec Jean-Yves Le Drian il y a quelques jours, a évoqué, ou Jean-Yves Le Drian a évoqué plus exactement ce sujet, et la position américaine est, je crois, la même, maintenir la pression maximale, n'écarter aucune option, y compris de sanctions supplémentaires. Donc ce sujet a bien été évoqué par la France au Conseil Affaires étrangères du 21 juin, pour maintenir une forte préoccupation, et plus qu'une préoccupation, une pression. Jacques Fernic et André Gattolin. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, questions multiples, je vais piocher dans ce que j'avais prévu. Donc effectivement, vous l'avez évoqué, la loi homophobe en Hongrie, donc, qui nécessite effectivement une contre-offensive européenne, mais qui ne soit pas juste formelle, même si c'est en termes très durs, mais qui fasse en sorte que tous les habitants des membres de l'Union aient droit au respect de ces valeurs. Deuxième point, c'était pas exactement à l'ordre du jour du Conseil, mais c'est à l'ordre du jour européen. On a de la peine à décrypter la portée exacte de l'accord informel provisoire sur les règles de tarification du transport routier de marchandises. Qui semble stabiliser. En clair, quelles conséquences concrètes pour notre pays? Est-ce qu'au-delà des autoroutes déjà à péage, il devrait nous amener à terme à la mise en place d'une contribution poids lourd? Et troisième point, sur la conférence sur l'avenir de l'Europe, j'ai participé il y a quelques semaines à une réunion de l'Agora Strasbourg européenne sur la question. Et s'il y a eu effectivement un bon écho que rencontre la démarche, j'ai ceci dit peur que la démarche lancée, que la machine lancée, partie sur sa propre logique, s'illusionne un peu sur sa capacité à susciter un vrai grand débat public. En gros, comment élargir, comment sortir de la bulle des habitués du débat européen et permettre une vraie plus-value, et pour cela
donner des signaux aux citoyens de l'utilité du débat pour obtenir des résultats. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, oui, là aussi, bon, dans un débat post-conseil, on a vu les conclusions. Quand on regarde les conclusions et l'ordre du jour, on se demande si l'Union européenne, et à bon escient, n'est-elle pas en train de passer dans une autre dimension, c'est-à-dire à l'ordre du jour, beaucoup de points concernant les relations avec les États tiers. Bien entendu, le plan de relance très lié à la pandémie de Covid. Et peut-être que l'Europe, qui pendant longtemps s'est focalisée sur elle-même et s'est concentrée sur ses propres politiques intérieures, commence à prendre en compte les interactions d'un monde qui est de plus en plus complexe et déstabilisé. Le cas de la politique de la concurrence, qui pendant longtemps a fait la guerre aux subventions d'État, c'est pendant la période relativement, je dirais, assouplie. Le fait qu'on ait un plan de relance européen particulièrement important, c'est finalement aussi des aides publiques qui sont attribuées au niveau européen avec une coordination. Mais surtout, on se rend compte que l'attractivité de notre continent, qui reste un des plus riches, et ce qui fait sa puissance commerciale et économique, c'est le niveau de vie de sa population, aujourd'hui est très convoité. La commissaire européenne en charge de la politique de concurrence, Madame Verstager, disait récemment que les investissements étrangers directs dans l'Union européenne, en 2019, en tous les cas, représentaient 7 000 milliards d'euros. Alors, nous avons mis en place des instruments pour nous préserver, parce que finalement, on lutte contre les aides d'État à l'intérieur. On a pris des mesures concernant le mécanisme de filtrage des investissements étrangers. Et tout récemment, je crois le 5 mai dernier, la Commission a présenté une proposition de règlement sur les aides d'État extra-européenne. Et il y a eu un rapport de la Cour des comptes européenne l'an passé, en 2020, qui est passé un peu inaperçu, mais qui montre combien la Chine est devenue un acteur très très important de ces aides, combien ça perturbe, je dirais, la concurrence sur le marché, parce que ces aides à travers des entreprises publiques d'État vers d'autres entreprises publiques ou privées se cumulent, voire contrecarrent les aides organisées au niveau européen. Donc il y a eu cette présentation, elle est passée un petit peu inaperçue, je crois que c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement important pour contrôler ce qui se passe sur notre marché. La présentation qui a été faite était assez sibylline, hein. On ne parlait pas de cible, pas du tout, c'est pas du tout le rapport de la Cour des comptes européenne, on ne parle pas du tout de la Chine, je comprends les précautions diplomatiques, mais on manque un peu de précision justement sur les cibles, l'impact recherché, et puis tout ça a été déposé devant le Conseil et le Parlement européen, qu'est-ce qu'on envisage comme procédure, je dirais, de ratification de ce règlement, et qu'est-ce que la France compte faire par rapport à ça, l'appuyer, est-ce qu'il faut renforcer certains points? En tous les cas, Monsieur le Ministre, on est un petit peu en dehors du débat du Conseil européen, mais je crois que c'est un sujet et une décision qui est importante, en tous les cas, pour assurer notre autonomie et notre stratégie, je dirais, de souveraineté européenne. Si vous me permettez, je vais commencer là-dessus. Je reviens sur les quelques questions du sénateur Fernic. Oui, je pense qu'il y a un changement de modèle qui est encore très incomplet, soyons clairs, mais qui a néanmoins infiltré les esprits, au bon sens du terme. Pour répondre plus précisément au point que vous soulevez sur ce règlement qui est en gestation, il me paraît très important. S'il va au bout, et c'est notre souhait, sa présentation par Mme Vestager devrait intervenir très vite. Il est un changement assez fondamental. De quoi s'agit-il? Vous l'avez évoqué, Monsieur le Sénateur. Il s'agit non seulement de transposer un certain nombre d'exigences légitimes mais très strictes sur nos propres interdictions de subventions aux entreprises étrangères. Et donc de dire que dans un marché public, dans une opération d'acquisition partielle ou totale d'une entreprise européenne, si vous avez, ça ne vise pas qu'un pays, mais si on est très concret, un investisseur chinois,
une entreprise chinoise qui participe. Si, pas toujours le cas, mais si elle reçoit des subventions, on peut le démontrer, dans son propre pays pour être capable de baisser ses coûts sur notre marché, nous serons capables d'empêcher cette opération, d'exclure cette entreprise, spécifiquement ou durablement, de la candidature à des marchés publics, par exemple. Donc c'est un vrai changement. Il faudra regarder le texte dans tous ses détails, mais cette idée qu'on recrée une équité concurrentielle, tout simplement, est absolument essentielle. On ne peut pas avoir les règles de concurrence les plus dures du monde, trop dures certainement, pour que nos propres entreprises ne soient pas capables de combattre sur le plan international, à l'extérieur en particulier, et en plus, nous, autoriser les autres, qui sont subventionnés parfois par leur propre gouvernement ou par des structures publiques, à venir sur notre marché. Et c'est très intéressant parce que, d'ailleurs, je pense pour ceux qui sont très attachés à la concurrence, qui est parfois encore pas un dogme, mais une référence pour beaucoup de nos partenaires européens, ils le comprennent. Un pays comme les Pays-Bas est très favorable à ce mécanisme anti-subvention étrangère, parce que c'est justement la préservation d'une concurrence, il en faut, mais une juste concurrence. Et donc, un certain nombre de pays attachés à une concurrence équitable comprennent parfaitement la nécessité d'un tel mécanisme. Et par ailleurs, nos entreprises, vous le savez comme moi, ou mieux que moi, nous le disent très régulièrement. Il ne faut pas que le mécanisme soit trop compliqué, il ne faut pas que les mailles du filet soient trop lâches, on va regarder tout ça, mais c'est un vrai changement, comme le contrôle des investissements des pays tiers dans les secteurs stratégiques, même si le système n'est pas encore très mordant au niveau européen, ce sont des changements fondamentaux du logiciel européen. Je souhaite que ça aille plus vite, comme vous, mais c'est une avancée importante. Sur les questions que vous avez posées, monsieur le sénateur Fernic, bon, d'abord sur la loi hongroise, je peux y revenir, mais en quelques mots, je l'ai dit, nous avons une prise de conscience politique, c'est déjà beaucoup, une pression politique beaucoup plus forte qu'auparavant, c'est important et c'est indispensable, ça n'est pas suffisant. Et dans notre capacité d'action, on est aujourd'hui, je le dis sincèrement, limité. Et pour une raison que j'avais indiquée, je crois précédemment, qui me paraît la raison fondamentale, c'est que peut-être avons-nous été collectivement naïfs, mais on ne pensait pas qu'un pays adhérait à l'Union européenne pour ensuite reculer. Donc on est extrêmement exigeant dans le respect de valeurs fondamentales ou d'éléments de manière plus large qui constituent l'état de droit, aussi bien l'indépendance de la justice que l'indépendance des médias, que la non-discrimination élémentaire, avec les pays, et c'est un long chemin, qui veulent rentrer dans l'Union européenne. Et une fois qu'on est rentré, paradoxalement, on ne vérifie plus, comme si ça allait de soi, le respect de ces valeurs. On voit que ça ne va malheureusement pas toujours de soi. Je ne veux pas ajouter au procès, il ne s'agit pas d'instruire le procès, mais enfin c'est très grave, et on a peu d'outils. Le règlement qui a été voté en fin d'année dernière, le règlement conditionnalité, est très important, parce que pour la première fois, il crée un lien qu'on peut discuter intellectuellement, mais qui a le mérite d'être efficace, entre le bénéfice des fonds européens et le respect de l'état de droit. La sanction peut être la suspension d'un certain nombre de financements européins. Je suis très transparent, on le sait, ce règlement européen, il ne couvre que certaines violations de l'état de droit, principalement manque de lutte, insuffisance de la lutte contre la corruption ou manque d'indépendance de la justice. C'est important, mais ça ne couvre pas tout et ça ne couvre pas le cas qui nous occupe. Donc je crois que nous aurons, et toute pression politique est utile à cet égard, besoin de revoir ce règlement. Et je ne cache pas que ça prendra un peu de temps. Pardon ? Non, ça ne passe pas par le traité, ça peut se faire à la majorité. Donc c'est pour ça aussi que ce règlement est précieux, absolument. Et donc, comme souvent en Europe, on a planté la graine de ce règlement qui, pour la première fois, permet de prendre des sanctions financières à la majorité et non pas à l'unanimité. Et en revanche, il faut élargir son champ pour traiter des cas comme celui qui nous occupe à l'égard de la Hongrie. Sur la conférence sur l'avenir de l'Europe, je partage votre idée. Encore maintenant, faut-il qu'on passe aux actes de sortir de la bulle et, comme je l'avais dit, je crois, au Sénat, de ne pas faire un débat pour les professionnels de la profession. Je me range dedans. On a déjà de quoi débattre. L'important, c'est d'écouter des critiques, des remarques de personnes qui ne sont pas forcément d'ailleurs hostiles à l'Europe, mais soit ne comprennent pas, soit ne sont pas informées, soit ne s'intéressent pas. C'est évidemment, je ne vous apprends rien, le plus difficile. Donc on essaie de le faire par différents exercices. Là aussi, je suis très franc. La conférence telle qu'elle se déploie aujourd'hui au niveau institutionnel, et j'étais présent à Strasbourg, non seulement pour le lancement formel avec le président de la République, mais le 19 juin pour les premiers débats, elle se montre décevante pour l'instant. Ce n'est pas du tout une fatalité, on va se battre pour qu'elle soit plus ouverte, plus active.
Et pour l'instant, on assiste à des successions de monologues, pour être très franc, qui ne débouchent pas sur des discussions de fond. Et donc si c'est ça la conférence, on aura raté une grande opportunité. Il n'y a aucune fatalité à ça, et on a pris, j'espère qu'on les multipliera, 2 initiatives que je rappelle rapidement. Une qui consiste à faire une consultation en ligne, mais ciblée sur les jeunes de 15 à 30 ans. On vise 50 000 jeunes par une start-up française qui s'appelle Make.org, qui a déjà travaillé pour diverses institutions et qui a la capacité, par son démarchage encadré évidemment sur les réseaux sociaux, sur des sites internet fréquentés par les jeunes, d'aller amener vers son site et vers sa consultation les questions qu'elle pose sur l'Europe, au moins 50 000 jeunes, c'est l'objectif qu'on a fixé contractuellement, d'ici le mois de septembre, pour identifier un certain nombre de critiques ou de points positifs que ces jeunes voient dans l'Europe en France. Et puis nous aurons aussi au mois de septembre, dans chaque région, des panels citoyens de 50 personnes par région au moins, avec un prestataire et des garants. Le président du Sénat désignera d'ailleurs un garant pour vérifier que le processus est robuste et transparent, qui sont représentatifs en termes d'âge, de genre, de catégorie socio-professionnelle, et qui pendant 2 jours et demi, donc c'est un long processus délibératif, dans chaque région, discuteront le sujet européen, identifieront des critiques, des réformes à pousser, etc. Et nous aurons une synthèse publique, évidemment, probablement autour de la mi-octobre, une synthèse nationale qui nourrira la contribution française, au-delà des débats qui se tiendront certainement dans votre Assemblée, certainement à l'Assemblée nationale aussi, pour nourrir donc cette contribution française à la conférence sur les normes. Voilà, il faut essayer, par tous canaux, je mesure bien la difficulté, d'ouvrir le jeu, si je peux le dire ainsi, sur cet exercice. Un mot sur l'accord Eurovignette. Il a fait l'objet d'un accord. Pour être clair, et je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, car nous regardons la façon dont nous devrons transposer la directive dite Eurovignette, l'accord du 16 juin. Il n'y a pas d'obligation dans tel ou tel pays de revoir les mécanismes de taxation dès lors que le réseau central est déjà couvert par des péages, ce qui est le cas chez nous sur les autoroutes concédées. Donc nous regarderons les conséquences à en tirer, mais pour être clair, il n'y a pas d'obligation nationale à cet égard. Voilà, je crois avoir répondu aux différents points des 2 questions. Pardon ? Voilà, donc nous sommes à la moitié. Oui, alors on va prolonger, parce qu'on avait dit jusqu'à fin juillet, mais on va prolonger sans doute pour couvrir l'été. Young. Merci Président. Monsieur le ministre, je veux revenir sur un point que vous avez effleuré, mais pas développé, qui est l'union bancaire et l'union des marchés de capitaux. J'ai ma petite idée sur le fait qu'au fond, il n'y a pas eu de développement. Et nous avions, comme l'a rappelé le président Rapin, nous avons présenté la semaine dernière une communication et un avis, entre autres sur la surveillance bancaire par la Banque centrale européenne. Je pense qu'on a dû vous la faire parvenir. On a plutôt bien avancé en matière d'union bancaire sur la surveillance et sur la résolution. Mais il nous reste le troisième pilier que nous connaissons, qui est la garantie des dépôts, sur lequel on patine depuis de nombreuses années, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un fonds de garantie des dépôts bancaires qui soit communautarisé. Et en particulier, il y a une réticence, plus qu'une réticence, de l'Allemagne en la matière. Le projet a encore été, si j'ai bien compris, reporté dans le calendrier, le projet EDIS. Il me semble que c'était ça la décision. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et quelles sont les perspectives ou les chances? L'union des marchés de capitaux, alors là, c'est encore pire puisqu'on n'avance quasiment pas. Et c'est pourtant un point essentiel, puisque c'est ce qui devrait permettre de faire circuler l'épargne et donc les investissements entre nos pays. Et pour l'instant, chacun reste sur son épargne et veut surtout pas que cette épargne aille profiter aux voisins. Et pour l'instant, on voit pas de perspective
ni à court terme, ni à moyen terme. Je suis un peu triste, un peu désespéré là-dedans. Et enfin, dernier point, un peu lié, mais pas tout à fait, sur le volet finance bancaire avec les Anglais. Dans le cadre du Brexit, ça avait été laissé pieusement de côté, avec beaucoup de sagesse. Mais enfin, il reste quand même beaucoup de problèmes à résoudre sur les équivalences, les chambres de compensation, etc. Est-ce qu'il y a une négociation qui avance avec les Anglais là-dessus? Merci. J'attendais ma ration de 2 questions, Monsieur le Président. Non, mais... Ah, pardon. Et merci, Monsieur le Président. Je fais comme vous le souhaitez. Je vous en prie. Je souhaiterais revenir rapidement sur un point sur lequel je souhaiterais avoir plus de précision. C'est le point 5 des conclusions du Conseil européen. Alors que récemment, lors d'une audition au sein de la mission d'évaluation des effets du Covid, mission sénatoriale, ont été rendues les conclusions d'une étude de la NRS, laissant entendre sans trop de contestation, au moins scientifique, la perspective d'une 4e vague à l'automne prochain, sur la base aussi d'analyses qui font apparaître des différences de traitement et donc de sortie de crise des entreprises européennes en fonction des États qui sont évidemment dans une situation pas tout à fait égales les unes envers les autres à l'issue de cette crise. Je voulais que vous puissiez nous présenter et nous préciser la position française défendue lors de ce Conseil européen pour se préparer à une réaction plus collective sur la base du retour d'expérience que nous avons eu des 3 principales et des 3 premières vagues de Covid, et être certain que la notion de résilience soit effectivement une notion pas simplement d'affichage, mais effective pour se préparer à d'éventuelles conséquences de cette 4e vague. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour répondre aux questions de Richard Yung sur l'union bancaire et l'union des marchés de capitaux, et ça me permet en effet de compléter ma réponse trop rapide au président Rapin. Pour être très clair sur l'union bancaire, on a fait des progrès importants et on a débloqué un point qui était encalminé de longue date en 2018. Il s'est mis en place cette année. C'est ce qu'on a appelé en mauvais français le backstop, pas celui du Brexit mais l'autre, qui était le filet de sécurité, alimenté notamment par des contributions des banques, qui s'est mis en place plus tôt que prévu, puisqu'à l'époque, les Allemands ne voulaient pas bouger de la date qui était fixée de mémoire à 2024, et nous avons réussi à avancer de près de 3 ans. Parce que la réduction des risques, c'était l'argument allemand, d'être sceptique sur le rythme de réduction des risques, notamment des prêts douteux dans les bilans bancaires. Nous avons réussi à anticiper cela parce que nous avons démontré que la réduction des risques était finalement rapide. Et nous avons maintenant l'étape à franchir qui est la garantie des dépôts. EDIS, vous l'avez rappelé. Pour être clair, avec le gouvernement allemand qui termine son mandat et ses fonctions, qui sera sans doute en poste en pratique jusqu'à la fin de l'année à peu près, nous n'arriverons pas à franchir une étape supplémentaire. Il y a eu des discussions au niveau des ministres des Finances de nouveau. L'Allemagne, c'est cela à quoi vous faisiez, je crois, écho, Monsieur le Président, tout à l'heure, a fait une ouverture sur l'idée d'un mécanisme de garantie dépôt, mais en posant des conditions inacceptables pour la France, mais en fait pas seulement pour la France, pour beaucoup de pays, dont l'Italie et l'Espagne, parce que les contributions qui auraient pesé sur les banques françaises auraient été disproportionnées. Donc on veut évidemment un mécanisme de mutualisation, mais on veut aussi que la contribution à ce mécanisme, c'est notre devoir de défendre aussi le secteur bancaire français de manière équitable, qui est un secteur, comme vous le savez, d'excellence au niveau européen et un avantage économique certain. Nous ne pouvons pas accepter les conditions qui ont été, je pense, de manière tactique, défendues à ce stade par nos amis allemands. Et donc c'est un débat qui, malheureusement, traîne. Sur d'autres aspects ou aux premiers étages de l'union bancaire, nous avons fait des progrès importants et qui ne reprendra, pour être concret, qu'au début de la présidence française de l'Union européenne et avec les nouvelles autorités allemandes, en espérant
Mais je suis relativement confiant là-dessus qu'il y aura un état d'esprit plus constructif après les élections. Sur l'union des marchés de capitaux, j'ai suivi ce dossier de longue date, c'est extrêmement frustrant parce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une des grandes faiblesses européennes. Tout le monde est d'accord pour avancer en théorie et on ne trouve pas la clé de déblocage. Je ne veux pas faire de mauvaise comparaison, mais c'est un peu comme sur le pacte migratoire. On sait qu'on a un équilibre intelligent qui est proposé en termes de texte législatif, mais on n'arrive pas à le débloquer parce que l'objet est trop gros politiquement. Et donc je crois, et c'est le travail qu'on doit faire, notamment le ministre des Finances, d'ici la présidence française de l'Union européenne, et notamment aussi avec les nouvelles autorités allemandes, qu'on reprenne par quelques objets concrets. Je ne sais pas vous dire lesquels, mais est-ce que c'est l'harmonisation du droit des faillites, dont le morcellement est un vrai problème de compétitivité européenne? Est-ce que c'est un autre objet par lequel on commence? Parce qu'il faut qu'on découpe, si je puis dire, le puzzle en petits bouts. Sinon, ce restera un objet de colloque et de constat de blocage, plutôt qu'un chantier d'avancée concrète et précise. Et on sait que sur le marché unique, puisque c'est un élément aussi important que le marché unique à l'époque des débuts de l'agenda de Jacques Delors, on l'a pris avec un agenda précis, objet par objet, avec une date, une priorité donnée à tel ou tel texte. Il faut, je crois, faire la même chose sur l'union des marchés de capitaux. Je ne sais pas vous dire aujourd'hui quelle est la clé d'entrée exacte, mais il faut qu'on casse ce chantier très vaste en morceaux plus digestes. Je pense que le droit des faillites, c'est pour ça que je le signalais, est un bon outil. Monsieur le ministre, avant que vous répondiez aussi au sénateur Arnaud, avant les questions d'actualité, je voulais savoir, et vous n'êtes pas obligé de me répondre parce que je sais qu'il y a des tractations qui sont secrètes, entre guillemets, mais quel serait le taux moyen que la France pourrait accepter, enfin, pourrait intégrer dans ses seuils d'acceptabilité dans la discussion avec les Allemands pour la participation des banques françaises à la globalité? Quel est le niveau de participation? Si vous permettez, Monsieur le Président, je ne vais peut-être pas citer de chiffres, pour les vérifier aussi avec notre ministère des Finances, mais pour éviter de mettre une cible trop explicite, mais je peux vous fournir un certain nombre d'éléments à l'issue de l'audition, si vous voulez, dessus. Parce qu'on a fait un certain nombre de simulations de taux acceptables pour la France, mais clairement les propositions allemandes du mois dernier n'étaient pas acceptables. Un peu plus de 30, ouais, je crois. Au-delà de 30. Sur les questions du sénateur Arnaud, sur la résilience et les leçons que l'on commence à tirer, paragraphe 5 que vous avez cité, de la pandémie. Il y a eu un rapport de la Commission européenne qui reste assez général sur ce que devrait être une Europe de la santé et ce qu'on devrait mettre derrière un concept de résilience post-crise. Le temps nous est compté, mais je voudrais quand même citer quelques éléments qui me semblent, ça rejoint à peu près les propositions de la Commission, être concret et prioritaire si on veut tirer les leçons de cette crise. D'abord, on n'a avec quasiment rien sur aucun domaine en matière de santé. J'en vois 3 qui sont, à mon sens, d'évidence: les données, les équipements et la recherche médicale. Les données, parce que c'est d'abord le thermomètre. Enfin, on commence par là. Nous n'avions aucune base de données commune, à tous les sens du terme. Vous vous en souvenez au début de la crise, quand il y avait des comparaisons dans la presse, dans différents travaux plus ou moins fiables, sur le nombre de victimes, le nombre de morts de la pandémie. On ne savait pas, on ne sait toujours pas exactement, on le fera à travers les enquêtes de surmortalité en réalité, comparer la situation sanitaire précise d'un pays européen à l'autre. Vous me direz, pas forcément le plus urgent, mais enfin, c'est très important pour nos outils de réponse à la crise. Je prends un autre exemple en matière de données. Si vous ne savez pas avoir une classification commune des zones à risque à l'intérieur de l'Europe ou à l'extérieur de l'Europe, taux d'incidence, etc., ça s'est amélioré évidemment. Au début de la crise, on était fort démunis. On ne sait pas avoir des mesures coordonnées d'autorisation, d'interdiction de voyage, d'ouverture ou de fermeture des frontières, etc. Et donc avoir un outil de pilotage. Nous avons un centre européen qui s'appelle le CDC. Donc, objectivement, la crise a montré les grandes limites, pour ne pas dire les flagrantes carences. Nous devons avoir un mécanisme sérieux de partage de l'information en matière sanitaire. Cela implique, je le dis aussi, de bouger nos propres réflexes et nos propres bureaucraties nationales parfois pour qu'on partage les données fiables en matière de situation sanitaire, ce qui n'était pas l'habitude des administrations sanitaires nationales, soyons clairs. Deuxième point, les équipements. Je l'ai évoqué tout à l'heure en faisant la comparaison
en matière de protection civile sur la cybersécurité. Je crois qu'on a là un modèle qui avait d'ailleurs été porté à l'origine par Michel Barnier quand il était commissaire, en matière de protection civile européenne, qui fonctionne bien. On mutualise un certain nombre de moyens de lutte contre les incendies, on le renforce. Bon. On doit faire pareil en matière sanitaire. On a commencé à le faire entre les deux vagues de l'épidémie. Il faut qu'il y ait une réserve européenne d'équipements médicaux, de kits de tests, de blouses, de gants, de respirateurs, de tout ce qu'on veut pour faire face à une crise, pour ne pas être dépendants et en compétition les uns avec les autres comme on l'a été au début de la crise. Et troisième point, c'est sans doute le plus important pour innover et être capable de répondre à une future crise sanitaire, quelle qu'elle soit, c'est que nous avons manqué de capacité d'innovation et de prise de risque. La vraie différence avec les Américains n'a pas été, au début de la campagne vaccinale, dans la négociation des contrats, le nombre de doses achetées, etc. On en a acheté plus que les Américains. On a eu quelques problèmes de livraison, mais ce n'est pas ça le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est que quand les Américains ont été capables, via la BARDA américaine, de mobiliser au mois de mars 2020 15 milliards de dollars pour financer, évidemment ensuite avec des priorités de livraison, mais d'abord pour financer la dernière phase de développement de vaccins, croire en des technologies auxquelles les Européens, collectivement, croyaient moins, objectivement, l'ARN messager, etc. Bon. Il y a eu une capacité de prise de risque, mais qui a été sonnante et trébuchante, beaucoup plus importante qu'en Europe. Et là, je crois que c'est un cas qui prouve une valeur ajoutée européenne potentielle. C'est plus utile d'avoir une agence sur ce point européenne qui finance des recherches médicales urgemment face à une crise ou de manière plus prospective, parce qu'on ne va pas faire ces efforts en doublon, français, allemand, italien, espagnol, et sans doute d'ailleurs nous n'aurions pas les moyens de le faire. Donc là, je crois pragmatiquement qu'il y a un vrai beau projet européen commun. Et CERA, effectivement, c'est l'agence qu'a proposé la Commission européenne sur le modèle de la BARDA, pour faire très simple, parce que ça marche. Donc, en l'occurrence, nous ne faisons pas trop de nœuds au cerveau. Mais je l'ai dit aussi dans l'hémicycle l'autre jour, le projet ERA est bon, mais il est trop petit et trop lent, pour être clair. Et donc, c'était d'ailleurs l'objet des annonces du président de la République hier en matière de santé, nous devrons investir nationalement et au niveau européen beaucoup plus dans ces capacités de financement de la recherche médicale et de l'innovation. La résilience, c'est un concept sans doute plus large, mais je crois que s'il y a un manque européen dans la crise, ça n'est pas dans ce qu'on a réussi à faire ensemble, qui est le cadre d'achat des vaccins, ça j'y crois profondément, c'est là, dans cette carence précise, qu'on l'a trouvé et qu'on doit y remédier en tirant les premières leçons de la crise. Et la Commission l'évoque et le fait avec ERA, mais on doit augmenter très significativement les quelques 150 à 200 millions d'euros que la Commission envisage de débloquer pour ERA. Je n'ai pas de chiffre magique à définir, mais enfin, je parle des 15 milliards d'euros américains, on est clairement sur un ordre de grandeur de 10 ou 100 fois plus par rapport à ce qu'évoque aujourd'hui la Commission européenne. Et alors, pardon, bien sûr, dans parfois basique, on a pris plusieurs fois ensemble l'exemple du paracétamol, on retrouvera notre capacité de production. On a appris dans la crise que la première condition de tout ce dont on discute, souveraineté, autonomie stratégique, c'est la capacité à produire et la capacité industrielle.